Bonsoir à tous et bienvenue sur C8. Il y a 25 ans, presque jour pour jour, l'Olympique de Marseille devenait champion d'Europe. Une première en Ligue des Champions pour un club français. C'était face au grand Milan AC. C'était en 1993, le 26 mai 1993. Et pour fêter cet anniversaire, C8 vous propose ce soir de revenir sur cette épopée et vous offre un document exceptionnel qui retrace tout le parcours marseillais jusqu'à ce titre historique. Nous sommes, nous, au cinéma Chambord. C'est à quelques pas seulement du stade Vélodrome. Et puis juste après le documentaire, je serai accompagnée de certains acteurs de cette victoire. Ils reviendront avec moi et avec vous sur leurs souvenirs, leurs ressentis, leurs émotions. L'OM champion d'Europe pour l'éternité, c'est un document exceptionnel signé Jean-Marie Goussard et c'est tout de suite pour vous sur C8. Le chant du héros résonne dans un stade Vélodrome en liesse. À la fois porte-voix et porte-bonheur d'une ville qui célèbre ce 27 mai 1993 sa quête presque obsessionnelle de l'Europe. La Ligue des Champions était toujours l'objectif de Marseille. Je pense que Marseille s'est nourri à la Ligue des Champions. Quand il y a un discours, une voix qui revient sans cesse, ça rentre, on est imprégné par ça. On va peut-être pas aller en vacances ensemble, etc. Mais on a un objectif qui est gagner. Gagner ce trophée. La veille, le 26 mai, Basile Boli a offert à l'Olympique de Marseille d'une tête rageuse déjà 5 ans avant celle de Zidane en Coupe du Monde, le titre suprême. La Coupe d'Europe, la première pour un club français, la seule à ce jour. Premier club français à gagner une Champions League. Vous vous rendez compte? Ce qu'on a fait, personne ne nous l'enlèvera. Voilà. On est les premiers, on restera toujours les premiers. Nous seuls à jamais. La seule étoile sur le cœur, c'est nous qui l'avons. Il n'y a que nous, hein, jamais les premiers. Hein. Je me suis assis, j'ai dit c'est pas possible, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. La Ligue des Champions, elle est à moi. Je suis Marseillais, elle est à moi. C'est la mienne. C'est la leur, mais c'est la mienne. C'est surtout la mienne. L'honneur d'être Marseillais, la fierté d'être Marseillais. Quand on est arrivé, c'était nous presque les héros. En me levant le matin, même 25 ans après, des fois je pense à ça. Oui. On a nos mots de passe. Mais pour beaucoup, c'est OM 26 05 93 étoile. C'est ce genre de choses. C'est là où tu vois ce que tu peux apporter aux gens, ce que ça peut apporter, le bonheur que ça peut apporter aux gens. Et ça n'a pas de prix. Il fallait être là ce jour-là. Impressionner les Marseillais à leur arrivée au stade olympique. Il est vrai que le stade munichois est une véritable réussite, ceinturé d'une belle pelouse verte qui monte jusqu'au gradin, coiffé d'un toit en plexiglas transparent. Le stade s'est pensé à une araignée vue de loin. 2 jours avant de défier Milan, en apothéose d'une saison européenne que les deux équipes ont dominée, à quoi pensent-ils ces Marseillais à l'heure de découvrir le théâtre de cette finale? Escortés par la rumeur d'un match arrangé à Valenciennes qui va bientôt tout balayer, les voilà qui s'avancent vers le plus grand match de leur histoire. Apparemment, le moral est au beau fixe dans le camp de l'OM. Oublié pour l'instant du moins l'affaire valenciennoise, l'heure est à la Coupe d'Europe, rien qu'à la Coupe d'Europe. Ont-ils au moins une pensée pour Jean-Pierre Papin, leur ancien capitaine, passé dans le camp d'en face et dont la participation est encore incertaine, au sein d'une formation italienne où il n'est qu'une star parmi tant d'autres? On sait que Milan, c'est une grande équipe, qui sont favoris au départ. Et justement, dans ces cas-là, c'est là qu'on est le plus fort, où on est le plus motivé et où on a envie de faire des grands matchs. Comme Eric Dimeco, l'enfant de Marseille, ils sont nombreux à croire que l'heure de l'OM est arrivée.
La Coupe d'Europe, Marseille en rêve en grand depuis 7 ans. Depuis qu'un homme d'affaires s'est aventuré après le cyclisme dans le football pour se pencher au chevet de l'OM. Relevant le challenge que lui avait proposé un soir au détour d'un dîner, la romancière Edmond de Charleroux, la femme du député maire de la ville, Gaston Defer. Ce sera bon pour l'image de Marseille, pour le moral des Marseillais, et par conséquent, nous allons nous efforcer de faire tout ce qu'il faut pour réussir. Bernard Tapie rachète donc en février 1986 un club moribond, alors au bord de la relégation, sans cacher son ambition ni ses rêves de grandeur, sans un regard aussi pour son prédécesseur. Non seulement le Golden Boy des années 80 s'invite à la table du football français, mais il semble déjà prêt à la renverser. Deux dirigeants, Francis Borrelli, le président du Paris Saint-Germain, champion de France cette année, félicitations. À côté de lui, Bernard Tapie, à qui tous les espoirs sont permis, puisqu'il devient le nouveau président de l'OM, justement avec Hidalgo comme entraîneur. Et il n'y a jamais eu une réussite en matière de sport lorsque celui qui amène l'argent confond les rôles. Lorsqu'il commence à se prendre au jeu de croire qu'il s'y connaît au point de remplacer le professionnel, en général, ça dure pas longtemps. De la même manière que si je confiais Vonder, au passage, ça coûte pas cher, à Michel Hidalgo, je veux dire, il ferait à peu près aussi bien que moi si j'avais la responsabilité de la formation de l'équipe de l'OM. Non, c'est un menteur, c'est un gros menteur. Peut-être avant d'arriver, mais il apprend vite, va. Il apprend vite, non. D'ailleurs, qui c'est qui allait chercher certains joueurs, c'est lui. Hein. C'est lui, c'est trouvé à lui. Hein. Ouais. Je crois que quand il parlait, on l'écoutait. D'ailleurs, il fallait pas trop l'écouter. Il fallait un peu ouvrir les yeux. Justement, il t'endormait vite. Marseille se méfie encore de ce Parisien séducteur et fort en gueule, qui compte en mettre plein les yeux à l'occasion du premier match de la saison. C'était OM Monaco, en août 86. Ouais, j'étais là, on était là. C'était une atmosphère différente, on était contents parce que le stade était plein. C'était l'année 86, il y avait eu la Coupe du Monde au Mexique, il y avait la Ola dans le stade. On va maintenant essayer de transformer chaque fois ce stade en théâtre, avec une mise en scène différente, des acteurs différents, et puis chaque fois il y aura une histoire différente. L'OM s'impose avec un doublé de sa nouvelle recrue, un jeune attaquant de 22 ans. Ces papinades vont bientôt enflammer Marseille, aussi sûrement que les lasers le ciel du Vélodrome. Les joueurs, eux, n'en reviennent pas. Ils sont abasourdis. C'est fantastique, Vraiment, c'était une offerte. Tous les matchs au Vélodrome, c'était une offerte. Cette équipe et cette ville de Marseille ont un côté passionné à travers le foot qui colle bien à la personnalité aussi de Tapie, qui a besoin de ça, qui est capable de galvaniser les énergies, de tirer le maximum des gens. Et je pense qu'il a conscience que les supporters peuvent amener un plus. Il a redonné la flamme à cette équipe marseillaise et à ce peuple marseillais. Parce qu'on peut parler, oui, du peuple marseillais, ouais, tout à fait. Ouais. Et ça joue au ballon, hein. Les joueurs qui sont venus, c'était... on voyait que quelque chose de grand allait se dessiner. Ouais. Nous, on aime le football, on aime le beau jeu, les grandes émotions, être champion de France, participer à la Coupe d'Europe, c'est ce qu'on voulait, quoi. Et il nous a gâtés pendant 5 ans. Son tempérament, son envie, un coup il est chanteur, un coup il est entrepreneur, un coup il est dirigeant, ministre et tout ça, que vous avez un caractère comme ça. Marseille, c'est fait pour vous, parce que les gens, vous avez besoin de faire ça pour mettre le feu et les enflammer, quoi. Et donc, lui, il est arrivé, il a sorti les allumettes et ça s'est embrasé, mon ami. Sur le terrain, tout ce qui s'écrit de grand est alors marqué du sceau JPP. Genghini pour Papin, volée de Papin, formidable! Formidable but de Jean-Pierre Papin! Qui ne tente rien à rien, et bon, ben, c'est un but d'anthologie, et bon, ben, je le garde bien précieusement dans ma tête, celui-là. Jean-Pierre Papin n'est pas seulement le symbole de la montée en puissance du club.
il est aussi l'artisan des premiers succès. Comme ce soir de Sacre au stade Vélodrome, où il glisse au passage un petit crochet, un solide défenseur auxerrois. Par rancunier, Basile Boli vient féliciter dans le vestiaire le tout nouveau champion de France. Est-ce que le capitaine de l'Olympique de Marseille est heureux? Heureux, mais je crois non, je suis pas heureux. Vous savez, je pleure et tout aujourd'hui, c'est fantastique. Salut Baz. Merci Baz. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour l'instant, je ne réalise pas. Pour une première saison à l'OM, vive l'OM et la Coupe d'Europe l'année prochaine. La Coupe d'Europe, elle devient un objectif à partir du moment où on se qualifie pour la faire. Et là, cette année-là, fin de saison 89, quand on est champion de France, ça y est, on a ouvert la porte et on a accès au rêve. Là, on commence à prendre au sérieux Marseille, quoi. Même les gens à Marseille se disent il se passe quelque chose, quoi. On n'est plus dans le petit recrutement national avec des joueurs moyens bons, quoi. Là, on est sur des stars, quoi. On envisage même à un certain moment de prendre Maradona, quoi. Imaginez, c'était le meilleur joueur du monde à l'époque. C'était à Marseille en plus. Ah oui, ça aurait été grandiose. Ça s'est joué au fait que Maradona appartenait à Naples. Qu'à Naples, il n'avait pas le bon de sortie. S'il avait été dans un autre club, il y aurait peut-être eu Maradona. Le premier des 5 trains spéciaux transportant un peu plus de 4000 supporters marseillais quitte le quai. Vêtus pour la plupart de bleu et blanc, ils sont venus de tout le Midi et ils ont un point commun, ils sont motivés. Dans le sac, on a la perruque, on a tout ce qu'il faut, après d'autres charpes et tout ce qu'il faut pour faire beaucoup de bruit et de mettre l'ambiance dans le stade. Qu'est-ce qui fonde au juste un grand club? Son histoire, les stars qui y passent, ou cette passion qu'il soulève dans une ville et souvent toute une région? Le réveil du foot à Marseille a permis à l'OM de rallier des milliers de supporters, prêts à se parer de bleu et de blanc à la première occasion. La fidélité. Boulevard de Roux, on en est fier et ça se voit. Bien avant le reste de la ville, pour les grandes occasions, on affiche ses couleurs. C'est le fils du patron, ça. J'ai pas dormi, j'ai fait une blanche, je me suis revu le match sur toutes les images. J'espère que ce que j'ai vu, c'est pas ça. Hein. Je pense qu'à Marseille, il y aura toujours quelque chose en plus, c'est les gens. Là, ça, vous pouvez après acheter tous les joueurs que vous voulez. Si vous n'avez pas les gens qui viennent et qui parlent l'OM, à chaque virgule, ils disent OM, à chaque point d'exclamation, ils le remplacent par OM. Voilà, quoi. Ça, ça veut tout dire, quoi. En cette veille de finale, c'est par milliers qu'il quitte Marseille pour Munich. Tous les groupes se rejoignent à la gare. Je croyais même que les trains allaient être bloqués, tellement qu'on était nombreux. Quand le train est parti, il y avait des drapeaux sur les balcons, dans les quartiers nord, de partout, de partout, de partout. C'était trop beau. Une communion de la ville entière. La gare Saint-Charles, transformée en virage sud. Ils sont plus de 4000 à avoir choisi le train, destination Munich. Les départs se succèdent. À l'intérieur, on s'installe pour 15 heures de voyage. Une longue transhumance, joyeuse et colorée, qui promène à travers l'Europe l'excitation et l'impatience de toute une ville. Prépare-moi à l'avance. Sur le physique, sur le mental. On fait la fête, de la vraie fête, mais en sachant très bien qu'on part pour faire cette finale en étant vraiment plus que des outsiders. Milan, c'était l'ogre à l'époque, le vrai ogre. On jouait la grosse équipe du Milan. On était modestes, vous voyez, jamais j'entendais on va gagner la finale, tout ça, vous voyez, on était partis pour une journée de fête. Ce soir, on vous met le feu. Nous serons cette d'Europe. Nous serons cette d'Europe. Euphorique, électrique, 2 E. C'était électrique, on sentait qu'il y a quelque chose qui allait se passer, on sentait que c'était possible. Et euphorique parce que c'est bizarre, quelqu'un qui n'est pas passionné par le foot ne comprendrait pas qu'on peut être heureux à l'attente d'un très très grand match. Il leur reste 8 heures pour visiter avant le coup d'envoi.
heure H, -8. Il s'en est fallu de peu que Marseille-Milan ne soit déjà l'affiche de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1990. L'année où l'OM renoue avec la plus relevée des compétitions. Cette timide incursion dans la cour des grands prend vite la forme d'une première épopée, quand les Waddle, Sauzet, Moser et autres Francescoli hissent l'OM dans le dernier carré, avec un jeu offensif qui enchante déjà l'Europe du football. Si vous interrogez aussi aujourd'hui Marseille, ils vous disent que la plus belle équipe qu'il y a eu, c'était 90. Ça plaisait aux gens, ça plaisait à tout le monde. Porter vers l'attaque, marquer des buts. Il y avait tout ce qu'on aime ici, quoi. Tout ce qu'on aime ici, l'art, un peu l'art du spectacle. Cette équipe avait l'art du spectacle. Mais ce n'était pas des comédiens d'opérette, c'est des gladiateurs qui faisaient ça. Une équipe talentueuse, taillée pour se relever de tout. Qui encaisse d'abord sans broncher l'ouverture du score pourtant très rapide des Portugais du Benfica dans cette demi-finale allée à Marseille. Puis qui offre son plus beau visage pour inverser une situation bien compromise. Tous les Marseillais sont ce soir-là au diapason. Sauzet, Waddle et bientôt Papin. La démonstration est totale, mais le succès est triqué. L'OM, vainqueur 2-1, n'est pas vraiment récompensé. On a eu des occasions. Enzo qui fait un match mais magnifique. Si au moins il avait pu avoir un peu la réussite, c'était un joueur fantastique. On doit gagner 4-1 quoi, à peu près. On les a bougés comme c'est pas possible. Si on a un peu plus d'efficacité devant, on part avec un score de 3, 4, 5-1 en notre faveur, et puis le match retour est plié. Je me reviens de cette action encore de Francescoli qui fait quelque chose de miraculeux devant le but, qui aurait dû marquer ce but. Mais c'est pas grave, vous avez gagné ce match, c'est déjà une chose très importante de gagner ce match. Qu'est-ce qui nous empêchait de gagner au retour? Le principal, c'est de préserver nos chances. Maintenant, à l'extérieur, on n'a jamais perdu, alors on reste sur cette lancée. Là-bas, il faut y aller pour marquer un but, automatiquement. C'est la seule solution pour pouvoir se qualifier. Car on n'est pas à l'abri d'une erreur individuelle ou d'une faute de placement. Il y a danger à vivre sur ce petit but d'avance à Lisbonne. Surtout dans ce stade de la Luz, le plus grand d'Europe à l'époque. C'est le stade qui m'a le plus impressionné, c'est le stade de la Luz, 120 000 personnes. Je peux vous assurer, quand on avait le ballon, mais un bruit, on n'arrivait pas à s'entendre. Sur le terrain, même à 7-8 mètres, c'est un truc, et ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Cette fournaise-là, c'est impressionnant, impressionnant. Le 11 Marseillais, le même qu'au match aller, paraît soudain bien petit dans cette arène bouillonnante et intimidante. La pression permanente finit par s'abattre sur les épaules de l'arbitre belge. Quant à 7 minutes du terme, l'attaquant du Benfica, Vata, tente de forcer la main du destin. Je
Je suis au marquage de Manusson, donc il coupait toujours pour essayer de dévier le ballon. Je le suis, je suis au marquage comme ça. Le ballon nous passe tous les deux au-dessus de la tête et au moment où je me retourne comme ça, je vois le ballon dans les buts et je vois Eric, le premier, qui lève la main. Les joueurs de la défense lèvent la main en disant « il y a main ». Et l'arbitre qui va et qui accorde ce but. Mais il y avait tellement de monde que voilà, l'arbitre ne l'a pas vu, hein, tout simplement. Hein. Il y avait 120 000 personnes au stade. Je crois qu'il y a 120 000 personnes qui ont vu le but de la main. Il y avait 2 ou 3 millions de téléspectateurs qui ont vu la main. Il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas vu ou qui n'a pas voulu la voir. C'est l'arbitre de l'époque. Et on est éliminé là-dessus. Alors on a crié au scandale pour un geste, pour une action, pour quelques secondes dans un match. Mais on a raté notre match. On n'a pas fait le match qu'on aurait dû faire. Donc moi j'étais déçu, mais voilà, je ne vais pas crier non plus au scandale. Il faut l'accepter de temps en temps, même si c'est dur à digérer, parce que c'était une qualif en finale. On aurait peut-être sur notre CV vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1990. Quoi. Et là, ça nous prive de ça. À la place, il y a un blanc. La déception, la tristesse, elle est immense. Immense. Mais après, le haut niveau, c'est accepter. Il faut accepter. On fait tout pour gagner. Après, il faut accepter. Je ne sais pas quel âge j'avais. Moi, je devais avoir 24 ans à peu près, ouais. Il me semble, 24 ans ou 25 ans. Et j'ai vu Jean Tigana pleurer comme un gamin, quoi. Et non pas craquer, mais être aussi touché que ça, voilà, quoi, ça impressionne et ça inspire le respect. J'étais abattu, moi, après le match, mais voilà, en rentrant, moi, j'ai une chance, c'est que quand je suis rentré à la maison, j'ai mon fils qui est né la veille du match, hein, vous voyez. Donc, malgré tout, même si j'y pensais tout le temps, 24 heures sur 24, j'ai mon fils qui est né, donc ça m'a... On relativise un petit peu. Foi muito triste o retorno. Nosso presidente estava louco da vida, maluco que ele estava, querendo matar por J'ai dit aux joueurs, c'est nous qui avons perdu ce soir. Parce qu'on n'a pas su créer le même climat à Marseille, avec des arbitres qu'on reçoit gentiment, avec les équipes adverses. Je vous en prie, vous voulez une tasse de thé? Non, mais j'en ferai rien. Et puis il sait que ça se passe bien, etc. Et puis là où il y a une guerre des nerfs épouvantable, on n'a pas pu les voir. Pas le droit de les voir, c'était tout bouclé. Bon. Donc on a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais. C'est tellement injuste. Donc oui, s'il y a des phrases qui partent et qui sont injustes, parfois on peut entendre des choses, quand on voit des joueurs craquer, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi, quoi. Il sort cette phrase-là, ça a été amplifié, ça a été commenté. Tapi a compris que dans les grands matchs comme ça, l'histoire du club, quelque part, fait aussi la différence. Conférence de presse à 11h dans un chalet, un superbe chalet situé à une 60aine de kilomètres en pleine Bavière. Matinée porte ouverte pour la presse. Il y avait vraiment une ambiance très chaleureuse et on s'aperçoit que les joueurs de l'Olympique de Marseille et les dirigeants ne sont pas encore complètement dans cette rencontre. Ich kannte das von der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft. Immer wenn München gespielt hat, waren wir auch immer in diesem Hotel. Die haben mir Glück gebracht. Wir hatten einen guten Trainingsplatz in der Nähe und konnten uns in aller Ruhe vorbereiten. Loin du tumulte de Munich, c'est dans le calme de la campagne bavaroise que l'OM a choisi de préparer sa finale 93. Une vraie mise au vert aux fausses allures de colonie de vacances, où les duettistes Tapi Goethals s'improvisent animateurs devant la presse. Quand Baresi est là, c'est lui l'arbitre de touche. Il se lève. Et les arbitres on connaît ça. Tu vois, des fois qu'ils se soient trompés. On ne va pas mettre en doute l'intelligence de Baresi. Donc lui, il est l'arbitre de touche, donc ça change. Quand il joue, on joue avec 3 arbitres de touche. Il n'y avait pas de supporters, il n'y avait pas de gens de notre entourage qui étaient là. Mais on avait les équipes de TF1 qui étaient présents avec Roger Zabel, entre guillemets, qui vivaient pratiquement la mise au vert avec nous. Et c'est là où il était très fort aussi, Bernard Tapie, parce qu'il sentait tout ça. Il a joué le jeu de manière totale et il nous a ouvert toutes les portes. On a tout vu, on a tout suivi. On n'est pas monté dans les chambres, mais c'était pas loin, quoi. Et je me souviens, il devait y avoir
le journal de 13 h qui était fait en direct dans le petit jardin devant les chambres d'hôtel. Et bon, comme on avait quelques joueurs qui avaient un peu de riz et qui aimaient s'amuser, Bernard Casoni et Basile Boli, ils ont monté un petit traquenard à Roger Zabel, mais style 5 minutes avant qu'ils prennent l'antenne. Il y a à peu près 3 minutes, Basile Boli m'a appelé, là derrière il y a un balcon. Il m'a dit j'ai quelque chose de très important à te dire et du balcon, un seau d'eau m'est tombé sur la figure. Alors je ne connais pas encore l'auteur du méfait, mais enfin je vais faire mon enquête. Et je vois, en levant les yeux, je vois le grand sourire de Basile. Donc je me dis que c'est lui. Je crois que le coupable c'est moi. J'avais envoyé un petit seau d'eau sur la tête, quoi. Ouais, c'est Casoni. Voilà. Mais bon, ça faisait partie de la rigolade, tout simplement. Tout ça pour vous dire que l'ambiance est excellente, Bernard. On a l'impression que vous voulez un peu dédramatiser l'événement, en fait, pour les joueurs, tout en les gardant concentrés, quand même. Oui, c'est d'ailleurs un exercice pas simple, parce que bon, la concentration, elle est forcée à partir de l'événement, mais il ne faut pas non plus que ça devienne tellement concentré qu'il devienne contracté. Le président soigne tous les détails, jusqu'à inviter Chris Waddle, parti de l'OM un an plus tôt, à l'humour british si contagieux. Chris Waddle était venu même s'entraîner, Chris, avec nous la veille, quoi. On se serait cru, franchement, à la préparation d'un tournoi de Six, presque. Il a fait l'entraînement avec nous, on s'est amusé et on a préparé le match comme ça. C'était vraiment une équipe de fous. En survêt et basket, Bernard Tapie ne quitte plus ses joueurs. Comme pour les imprégner, au besoin balle au pied, de toute la détermination qui l'anime. C'est quelqu'un de toujours en mouvement, mais qui avait une grande force, c'était vraiment d'adapter son discours à son interlocuteur. Donc. Il savait parler à Dimeco d'une certaine façon, à Rudy Voleur d'une autre, à Bédi Paulet encore d'une autre. Donc c'était chaque fois des discours très personnels, mais très pointus et très appropriés. C'est vrai que de toute façon, c'est dans son tempérament de motiver, d'être présent, d'être à côté, d'être à la fois le père, à la fois le censeur, à la fois... enfin, voilà, tous ces éléments-là font que c'est le personnage Bernard Tapie. Cette année-là, on joue contre Nantes, je crois que c'est au mois de novembre, et on perd. Et là, directement, le boss, il décide, on part au vert direct. Donc, on y va. Et là, on est tous, non pas inquiets, mais on se dit, quand il va venir avant le match, je pense qu'on va prendre grave. Et on s'attend à ça. Et là, énorme. Il nous explique comment on va gagner la Ligue des Champions, parce que si, parce que ça. Il nous prend un par un en disant, mais toi, Eric Dimeco, Marcel, mais j'en veux pas, même du Milan, même de l'Inter, il y a un tel, j'en veux pas, parce que tu es meilleur, parce que si, parce que ça. Il nous passe un par un, avec vraiment, je pense, nos caractéristiques, et ce pourquoi on a été recruté aussi pour aller au bout de cette aventure, et c'est incroyable. J'ai analysé le fait qu'à partir de ça, on a gagné, un championnat en est revenu, et après on était ouais, cette forme de machine quoi, qui gagne. Si l'OM ne craint pas de se frotter à Milan, c'est qu'il ambitionne depuis toujours de se mesurer à cette valeur étalon. Cette équipe bâtie pour régner, à laquelle il aimerait tant ressembler. Marseille s'offre une première occasion dès mars 1991, dans un quart de finale explosif. Dans ce stade de San Siro, où tant d'équipes du Real Madrid au Bayern Munich ont vu leur rêve de gloire se fracasser, le Milan de Silvio Berlusconi porte encore fièrement son titre de double champion d'Europe. Dans le brouillard de l'hiver lombard, on peine à trouver des chances aux Marseillais. On savait qu'on allait jouer le Milan 3 mois avant, parce que le tirage au sort avait été fait, c'était en mars, et en novembre, on savait déjà contre qui on allait jouer. On connaissait par cœur cette équipe du Milan AC, on avait même été les voir. Moi je me rappelle, j'avais été les voir 15 jours auparavant en championnat. Petit avion, on avait fait un aller-retour. O jogo era entre o Milan e a Lazio. E 20 minutos de jogo já estava 5-0.
E a Lazio nunca tinha conseguido passar ainda do meio campo. E aí meu treinador levantou e falou assim, vamos embora, rapaziada. Aí eu falei para ele, irmão, calma, só tem 20 minutos. Ele falou assim, eu já vi tudo. Dans la cité phocéenne aussi, on craint le pire. Depuis des semaines pourtant, l'OM prépare avec minutie ce grand rendez-vous. Aux commandes, un technicien belge de bientôt 70 ans auquel Franz Beckenbauer vient de céder la place, Raymond Goethals. C'est une vraie rivalité tactique. La rivalité tactique, elle était au-delà même du match, quoi. Sans ballon, on vivait ça. On vivait notre maîtrise défensive. Dimeco monte, Caso couvre, moi, Carlos couvre, et moi je reste, je couvre aussi, et Manu devient le libéro. Donc ça part comme ça. Ça part comme ça. Ça partait comme ça. Ouais, coulisser. Attention à la distance avec ton partenaire, attention où est placé le ballon, attention où est l'adversaire. Donc moi qui étais habitué au marquage individuel à Auxerre pendant 10 ans, ben, je faisais moins d'efforts et je me replaçais plus. C'est vraiment le test pour nous, c'est le gros test, c'est celui-ci, parce que bon, on dit effectivement dans le championnat, c'est vrai qu'on avait l'équipe qui était faite pour aller au bout. Mais on n'avait pas autant de certitude sur le plan européen. D'ailleurs, moi je me souviens qu'il y a pas mal de journalistes marseillais qui avaient parié contre nous, ce match-là. Comment leur donner tort? Après 15 minutes, les géants néerlandais Frank Rijkaard puis Ruud Gullit sèment la panique dans la défense marseillaise et la poussent finalement à la faute. Ça a été un moment difficile quand même pour moi parce que je me suis dit, tiens, je me retrouve en quart de finale, juste à moi, ça m'arrive de faire une erreur. Foi terrível, eu olhei para a cara do Casoni, o Casoni, desculpa, e eu peguei a bola, muito calmamente, comecei a conversar com meus colegas e chegamos à conclusão que nós tínhamos que empatar muito rapidamente. J'ai regardé tout le monde, j'ai dit les gars, maintenant on va commencer à jouer. Puis on a posé le ballon et on a commencé à jouer. Un mec comme Pardo, il a fait un match pour nous, partenaire exceptionnel, quoi. Parce qu'il était là, il motivait, il était dans la sauce, quoi. Oubliez le premier quart d'heure hésitant, l'OM se remet dans le sens de la marche. Brusquement, l'angoisse change de camp. C'est pas une équipe qui attaquait Milan, une équipe qui calculait beaucoup, qui restait sur leur base et qui attendait un contre ou un ballon. Et nous, on a joué notre jeu même en prenant ce but. C'est là où on a vu que Milan, il doutait encore même en menant 1-0. Les Marseillais ne sont plus ces petits Français apeurés, complexés. Les voilà qui se mettent à virevolter et à faire danser les meilleurs joueurs de la planète. Pour l'OM, ce n'est encore qu'une égalisation. Pour la hiérarchie du football en Europe, déjà une petite révolution. San Siro a beau gronder, on ne voit plus que du blanc sur la grasse pelouse de Milan. Le scénario de la rencontre se lit jusque sur le visage des deux entraîneurs, le pointilleux Raymond Goethals et le méthodique Arrigo Sacchi. Milan, si sûr habituellement, peut s'estimer heureux de ne pas s'incliner devant la virtuosité d'un Abedi Pelé insaisissable ce soir-là.
tecnicamente e atleticamente in Italia, anche in Europa in quegli anni non dico che sovrastavamo, però spesso eravamo molto superiori agli altri. Invece lì trovammo del duro. Waddle n'était pas énormément connu. Abedi, c'était un Africain qui avait joué à Lille, qui avait pas de référence non plus. Donc ils nous ont découvert, eux aussi nous ont découvert ce match-là. Même sans la victoire que sa prestation aurait mérité, l'OM gagne le respect de tous les observateurs et reçoit les compliments les plus inattendus. Puis d'un seul coup, on va rentrer Berlusconi dans le vestiaire. Berlusconi était venu nous féliciter dans le vestiaire. Bon, je pense que c'était un peu venir nous flatter pour qu'on lâche un peu de bride. Il nous a dit, je tiens à vous féliciter, j'ai jamais vu une équipe jouer comme ça à Milan. À Marseille, on célèbre ce match nul comme une victoire. Vous avez une opinion sur le match? Très bien, bravo l'OM. Allez, bâtard! Le but commet. Tac, 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 tac. Offrant un aperçu de ce que pourrait être 2 semaines plus tard, le retentissement d'une qualification. Moi, j'étais parti pour faire un partout, je suis revenu avec un partout. Pour moi, le contrat est rempli. On fait un an sans Siro, c'est très bien, mais vous n'êtes nulle part. Hein, si je comprendrais cet enthousiasme, si on serait qualifié. Mais dans 15 jours, ce sera peut-être 2 fois plus difficile que ça a encore été à San Siro. Ce sont les Italiens, ce sont les champions et en principe, ils se qualifient toujours en déplacement. Tu arrives, il y a beaucoup de monde, c'est super. C'est super, hein. Tu roules, tu peux griller des feux rouges, l'esprit libre. Les agents ils vont pas t'arrêter, ils sont contents aussi. C'est fabuleux. À Marseille, il y a beaucoup d'euphorie, beaucoup d'exubérance. C'est magnifique de voir tout ça, mais bon, pas oublier qu'il y a encore 90 minutes et que Milan s'est qualifié souvent à l'extérieur. Bonsoir, à 1 heure du coup d'envoi, il y a un immense contraste entre les joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont le masque, qui sont extrêmement concentrés et qui ont peut-être une certaine peur au ventre, et les joueurs du Milan AC qui eux font preuve d'une grande sérénité, d'une grande décontraction, d'une grande confiance en eux. Vous les voyez qui sortent à l'instant du vestiaire ici au stade Vélodrome. Ils sont habités d'une grande confiance. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà qualifiés en ayant fait un but partout à domicile au match aller. Et puis aussi parce qu'il y a la rentrée de Franco Baresi qui était absent au match aller à Milan. Et Baresi, c'est un petit peu l'âme, et plus que l'âme, du Milan AC. 15 jours ont passé, mais la fièvre marseillaise n'est pas retombée. Le Vélodrome respire déjà le parfum des grandes soirées européennes. Et les gars, le premier regard, il prend le tunnel, hein? Le premier regard, il compte dans le tunnel, les gars. C'était un match de guerrier. Je me rappelle déjà quand on est sorti, je vous dis, je reviens là dans les couloirs où il fallait un petit peu s'impressionner, regarder les adversaires, faire bouger les crampons comme ça, des crampons de 18 mm à l'époque, leur dire, les gars, ce soir ça va être un combat. Ce soir vous êtes à l'OM. Tellement à Marseille qu'un joueur se met à reprendre un refrain bien connu. La Marseillaise. Le mec, il sifflait la Marseillaise. Cet hymne, Carlos Moser se l'est déjà approprié à l'aller, alors que les Marseillais faisaient route vers San Siro. O ônibus a circular pela avenida em Milão,
eu comecei a assoviar a Marseiesa. Comecei a assobiar sozinho, o ônibus ninguém dava um pio e aquele assovio saía alto, né? Aí daqui a pouco o Ometá começou a assoviar junto comigo, depois foi o Frank Suzé e no momento assim, tipo magia, já estava o ônibus todo mundo cantando, assoviando o hino nacional e foi assim uma entrada bastante motivante, né? Eu adorei aquele momento, porque até me emociono para falar. Le premier qui va reculer aura perdu les barres. Le premier qui va reculer, qui va céder le moins de mètres, la dernière aura perdu. Du haut de leur palmarès, les Milanais ont-ils une idée de ce qui les attend au bout du tunnel? Des vestiaires encore fumants, jusqu'au dernier rang d'un stade qui retient son souffle. C'est un même cri qui s'apprête à jaillir des entrailles du Vélodrome. Un volcan. Ah, c'était incroyable. Le stade plein, comble, un bruit, des supporters qui nous portaient, C'était de la folie. Le public, bien évidemment, 45 000 personnes, c'est qui vous soulève de terre, quoi. Pour eux, on était sûr d'être qualifiés. Donc, à l'aller, on allait à petits pas. Tout le monde, toute la ville était quand même un peu... Ah, c'est Milan, champion du monde. Donc, bon... Mais là, on avait fait match de Milan, pour eux, c'était acquis, quoi. C'était acquis. Ben, c'est vrai que le Vélodrome était en ébullition, c'était extraordinaire. La première occasion, je crois qu'il y a un ballon dans la profondeur et c'est moi qui demande dans l'espace. Et je pense que je me trompe d'1 millimètre pour la tête de Basile Boli. C'était un peu un gamin qui arrivait de Saint-Etienne et qui est là en quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions à cette époque-là. Ouais, c'est impressionnant. Il y avait une atmosphère très lourde au départ, puis après l'entame de match, sincèrement, ça a été fluide après, quoi. Après, tu sens des choses, Mais est-il vraiment question de football? Cet affrontement est d'abord une guerre de tranchées, où les deux équipes n'entendent céder aucun pouce de terrain. Et après, sur le terrain, c'était un match d'hommes, quoi. Il fallait, partout sur le terrain, il fallait qu'on fasse mal, qu'on leur marche dessus, qu'on leur fasse voir qu'on était plus fort qu'eux. Physiquement, mentalement. Et eux avaient du répondant aussi. Le discours de Gothals, le discours de Tapi, qui vous dit sur ce match-là, il ne faut rien lâcher. Il faut tout faire pour y arriver, gagner les duels. Ancelotti, Rijkaard, Baresi, on s'en fout. Je crois qu'il faut leur faire mal. Insomma, ogni tanto ci cercava un po' di come dire, intimidire
gli avversari qualche volta, con qualche entrata fisica, con qualche minaccia anche velata, no? Ma lo sapevamo che fa un po' parte del gioco. Et ça s'est joué en fin de compte sur une bande de 30-40 mètres au milieu de terrain, où alors là, ça envoyait du lourd. Hein. Il fallait pas reculer, il fallait faire mal à l'adversaire. Tous les duels, il fallait les gagner. Putain, je me disais, oh, t'as l'impression d'avoir pris des coups partout. Mais pas qu'aux jambes, hein, partout. Sur les ballots, boum. Et c'est beau parce que c'est carrément le niveau au-dessus, dans l'engagement. Tu sais, à ce match retour, il y a un coup franc aux 30 mètres où là, tout le monde me reparle de cet arrêt, ce coup franc. Moi, ça peut passer comme un arrêt quelconque, voilà, de la carrière, mais les gens, c'est celui-là. La qualification des Marseillais peut à tout moment s'envoler. Quant au plus fort de la domination milanaise, une faute, une de plus, une de trop, manque de laisser Chris Waddle KO. Ganhou uma pancada na cabeça e perdeu completamente a noção do que andava fazendo dentro do campo, mesmo assim jogava. Il est un peu inconscient, il se demande où il est, il continue le match. Quand vous prenez des coups à répétition, vous êtes 2 fois plus motivé, hein, vous avez envie que votre adversaire flanche. Il était capable de tout, il était capable d'un geste de folie à n'importe quel moment de match. Comme Abedi, et en plus on avait Jean-Pierre devant, quoi. Les Italiens l'ignorent encore. Ils viennent de piquer l'orgueil du gaucher anglais et vont le payer cher. Il a dû être sonné, d'ailleurs même sur la volée, il nous l'a dit, hein. Sur la volée il ne voyait rien. Parce que je crois qu'il y a le projecteur qui le gêne un peu. Et puis ce coup là, qui l'a quand même un peu chamboulé là. Bien évidemment il a mis le pied droit. Et il s'est un petit peu tordu la cheville, ce coup-là, on l'a un petit peu chambré. Mais la force des grands joueurs, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Il ne se rappelait pas de grand-chose lui, hein. Chris, il était... C'est ça sa force, c'est que ce qu'il faisait, je pense qu'il ne s'en rendait même pas compte. Mais par contre, c'est ça les artistes. Mais il avait un petit grain de folie de toute manière, Chris. Chris avait un grain de folie. C'est pour ça qu'on le laissait électron libre. Longtemps tendue et crispée, la rencontre devient complètement folle et débridée. Au bord de l'asphyxie, Marseille attend avec anxiété le coup de sifflet final. Mais il n'a pas encore tout vu. Estávamos começando a ceder, o Milan estava começando a nos empurrar, estávamos sofrendo muito defensivamente, até que o estádio escureceu, que foi um alívio tremendo. Uma botija de oxigênio para cada porque o negócio estava bravo pra caramba. On vient d'entrer dans le temps additionnel, quand les plombs d'un des 4 pylônes du stade sautent brusquement. L'arbitre laisse malgré tout Chris Waddle poursuivre son incroyable chevauchée.
Mais il est obligé d'interrompre la rencontre. Puis bon, il y a eu cette pause, il y a eu un truc de... Plus personne ne savait où il était. Il y a eu un vent de panique à ce moment-là. Il y a eu un gros... Dans les tribunes aussi, hein. Se retrouver dans la tribune, dans le noir, plus voir personne. Qu'est-ce qui se passe? Puis personne ne comprenait plus rien. Hein. D'ailleurs, on n'a jamais compris cette panne. Hein. On n'a jamais compris ce qui s'est passé. La première fois que c'est passé au Vélodrome. Jamais eu de panne. Hein. Les Italiens, ce sont des Italiens. Ils ont essayé de... L'entraîneur a demandé de sortir et tout, en espérant pouvoir refaire le match ou quoi, parce qu'ils savent qu'ils sont cuits. Quando sei lì non si capisce bene il perché, magari ti fai prendere dalla paura, stai per essere eliminato, magari sicuramente abbiamo fatto la scelta sbagliata. La scelta chiaramente è stata presa dai nostri dirigenti. Là, ils étaient plus sereins du tout. C'est rare de voir le Milan AC, qui était vraiment un grand d'Europe, paniquer à ce point-là. Si ça avait duré un petit peu plus longtemps, là, on aurait été peut-être plus inquiet, mais ça a rétabli au bout de 15-20 minutes. Bon, ça allait tout juste, hein, il fallait que ça se remette. Hein, parce que, bon, on commençait déjà un petit peu, surtout en voyant les joueurs du Milan AC sortir du terrain. La lumière revenue, l'arbitre suédois n'a d'autre choix que de faire reprendre le match. Et devant le refus des Milanais, de libérer enfin le Vélodrome. Nul besoin de trophée pour savourer le triomphe. Les scènes de joie inhabituelles situent bien le chef-d'œuvre que viennent de réaliser les Marseillais. Le champion à présent terrassé, l'OM voit s'ouvrir en grand les portes d'un premier sacre européen. Hey. Pour ce soir, je dis on a battu les plus grands. On est plus grands qu'eux. On restera pour un soir plus grand que tout le monde. En attendant la demi-finale, et on sera de nouveau prêts. Moi, j'ai lu qu'on était un orchestre de bal musette avant le premier match et qu'on allait rencontrer un orchestre symphonique de la Scala de Milan. Bah, finalement, à l'accordéon, on se démerde pas mal. Lorsque les joueurs n'ont encore rien gagné, et c'est notre cas, on a encore gagné, si, le championnat de France. Incontestablement, il y a une envie, il y a une volonté, il y a un potentiel d'énergie tel. Ça, vous le sentez, c'est palpable. Oui, oui, vraiment. Et ça, c'est senti toute la journée. Voilà. Donc, il faut se rappeler qu'en fait, il faut avoir faim tout le temps. Il faut mettre sur le terrain des gens qui ont faim. Voilà. C'est un stade tout à fait exceptionnel qui va donc accueillir tout à l'heure, eh bien vous l'avez dit, ces deux formations de l'Olympique de Marseille et du Milan AC. Les supporters de Marseille sont arrivés, les supporters de Milan sont déjà là. Si tout va bien, on va vraiment assister à une grande fête du football. Dans ce bus qui emmène les Marseillais retrouver le Grand Milan, qui peut avoir oublié l'exploit de 91. L'histoire peut-elle se répéter? Dans les couloirs du stade olympique, cette équipe ne débarque pas en tout cas sans certitude, ni soutien.
J'ai des collègues qui se sont fait presque licencier de leur travail, des gars qui ont pris des jours de prison à l'armée parce qu'ils ont quitté leur service pour être à la finale. On ne savait pas si on la gagnerait, mais on voulait être là. Tout le monde voulait être là. Au moins en tribune, l'OM fait jeu égal avec Milan. Ce stade magnifique à Munich, où la moitié du stade est rouge et noir et l'autre moitié est bleu et blanc. C'est un stade tout ouvert et qui est majestueux. Et on arrive comme ça, bon, on plane un peu. Moi, personnellement, je planais un peu. 25 000 Marseillais s'époumonnent depuis la fin de l'après-midi dans une cuvette qui frise les 30 degrés. On avait fait les pompons à l'époque. Si j'avais vu la finale du Super Bowl, j'avais vu ces pompons, j'avais trouvé ça magnifique. Et j'ai dit, tiens, pourquoi on ne fera pas ça? On avait fait 20 000 pompons. Ben, on avait fait travailler, donc, je vous disais, l'association d'handicapés, ouais, ils ont mis 15 jours pour les faire. Donc les gens ont découvert le spectacle des pompons au stade, arrive au stade. Rien ne doit manquer pour briser la malédiction d'une Coupe d'Europe qui se refuse obstinément à Marseille et au football français. Surtout ne pas revivre le cauchemar de Bari. Cette ville du sud de l'Italie, où l'OM 2 ans plus tôt avait déjà rendez-vous avec l'histoire pour sa toute première finale de Coupe d'Europe. « 170 appareils se sont posés aujourd'hui dans la capitale des Pouilles et il a fallu ouvrir l'aérodrome militaire pour parquer les avions. Cela a d'ailleurs donné lieu à un spectacle extraordinaire. 36 avions ont dû traverser la route nationale pour aller se ranger. Tu peux prendre n'importe quel joueur, il te dira que c'est 91 qu'on devait la gagner. La confiance des Marseillais tient beaucoup dans le nom de leurs adversaires, les Yougoslaves de l'Étoile Rouge de Belgrade, des bisous dont l'OM ne doit faire qu'une bouchée. On était sûrs de nous, en respectant l'adversaire aussi. Hein. Mais on s'était dit qu'on était supérieur à l'Étoile Rouge et que le temps allait compter pour nous. On s'est dit, de toute manière, la différence, on la fera. On avait un peu la grosse tête aussi, hein, parce que ça allait tellement bien, on jouait tellement bien. En fait, on joue le petit poussé de la compétition, quoi. L'Étoile Rouge est le petit poussé de la compétition et c'est l'équipe la plus jeune de la compétition. Et malheureusement, Jean-Pierre, d'habitude, qui a une demi-occasion, il met un but. Là, il a 3 occasions, il ne met pas au fond. Match un peu bizarre, un match où on est resté en dedans. On s'est dit, dans 20 minutes, dans 30 minutes, Carlos va faire un truc, ou Chris va faire un truc, ou Abedi va faire un truc, ou Jean-Pierre va faire un truc. On va marquer et puis après on ferme. Et on a peut-être oublié les vraies valeurs du football, jouer. On n'a peut-être pas joué. Après, il y a des situations, mais sans ce toniaque qu'on avait contre Milan. La fatigue, l'impatience, la frustration ou l'absence d'un leader comme Bernard Pardo, rien n'explique vraiment le jour sans des Marseillais.
rencontre semble pouvoir s'étirer jusqu'au bout de la nuit, sans que les Papins et Waddle ne trouvent le cadre. Les 30 minutes de la prolongation n'y changent rien. Le sort de cette finale, triste et indécise, va donc se décider au tir au but. Notre papy Gotals à Digne, en préparation pour partir à la finale. Le papy nous dit, allez, séance de tir au but, penalty. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est cassé. Parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas au penalty. Lui, il avait déjà anticipé tout ça, parce que les Yougos ne finissent jamais un match sur des matchs nuls. À l'époque, dans leur championnat, les matchs de championnat qui se terminaient par un match nul, il y avait toujours une série de pénaltys. Donc eux, ils se sentaient très forts au pénalty. Les Yougoslaves de Robert Prosinecki entament avec succès la séance. É sempre triste porque esse jogador fica sempre na memória de toda a gente. A fatalidade ela fica sempre presente na memória de todo mundo. Infelizmente é assim. Il y a des signes des fois. Manu le tirait toujours à droite et là il a changé. Je lui dis pourquoi tu as changé? Il me dit je sais pas. Jean-Pierre Papin a beau réussir son tir au but, les Yougoslaves continuent de faire la course en tête. Ce soir-là, j'arrivais pas à capter le tir de ces gars-là. Parce que c'était leur puissance. Et eux, ils avaient attendu que ça. Cinquième et dernier tireur, Darko Panchev se présente déjà pour le titre. Ce soir-là, tu vois, ça m'a hanté, ça me hante encore quand je vois mon petit sur une séance de tir au but. Il est gardien. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. D'après la partie qu'ils ont donnée, qu'ils ont faite, je pense qu'ils méritaient mieux que ça, que de perdre au penalty. On est maudits. On est maudits. Ils devraient refaire le match dans 15 jours. On va refaire le match. Ça serait un peu mieux parce que là, on domine 2 heures, perdre au penalty, c'est pas normal. On va refaire un match. Je suis désolé, c'est pas normal. Hey, ça fait 100 ans que ce club existe. Alors, c'est pas cette année, mais c'est pas grave. On est Marseille. 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 Pour dire que l'humour revient vite à Marseille, le lendemain, il y avait des interviews des gens. Ils avaient interviewé un vieux et qui avait dit à la télé ils étaient bidons, ces Yougoslovaques. Écoute-moi, on était tristes, mais dès le lendemain, celle-là, elle nous a permis de digérer la défaite en finale. Ils étaient bidons, ces Yougoslovaques.
elle est magnifique. Vous êtes blessé? Bien sûr. Vraiment, comment ça se passe dans votre tête? Là, on est vraiment déçus. On ne pensait jamais perdre. On ne pensait jamais perdre cette Coupe d'Europe. C'est la foudre qui vient de tomber sur nous. C'est incroyable. À y penser déjà, j'ai l'impression que je ne vis plus, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé quand est venue l'épreuve des pénaltys? Oh là là, pauvre de moi. J'ai pensé que j'allais toujours la gagner cette coupe, et puis hélas, elle est partie. Barry, j'ai trop souffert, Barry. J'ai trop souffert. Parce que Barry, je me sentais... je me sentais tellement bien, quoi. Et après, bah... Barry, Je pense que la nuit qu'ils ont passée derrière ce match, pour eux, elle a été catastrophique. De se repasser le match sans arrêt, de se repasser la séance des pénaltys, ça doit être horrible. J'ai eu des regrets parce que j'étais sûr que si jamais on gagnait Barry, on restait ensemble pendant 3 ans. Et 3 ans comme les autres clubs, quoi. Ça doit aller vivre une vraie révolution française, quoi. Le lendemain, il faut pourtant honorer la réception à l'hôtel de ville de Marseille. Les cravates multicolores masquent difficilement les mines d'enterrement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a personne qui est là. Tout le monde est absent. Ah bah on n'y est plus parce qu'on s'est fait engueuler le matin énormément, interdit de sourire. On avait des ordres. Et ce jeudi 30, en fin d'après-midi, ils sont des milliers quand même sur le Vieux-Port pour accueillir les joueurs de l'OM qui restent plus que jamais les héros de tout un peuple d'Ohémiens et d'Ohémiennes. Vous avez toujours envie de rejouer ce match-là. Moi, c'était mon premier. C'était ma première expérience de Ligue des clubs champions, comme on l'appelait à l'époque. Et je me disais, j'aurais peut-être jamais la chance d'en rejouer une. La déception, elle est indescriptible. Et même, je vais même vous dire, 3 jours après, on joue la Coupe de France, on aurait mieux fait de rester à la maison. On était incapable de jouer cette Coupe de France. Psychologiquement, c'était même pas la peine. On la perd 1-0 contre Monaco, mais on est complètement... il nous a fallu du temps pour s'en remettre. Je sais pas s'il y a encore des joueurs qui y pensent encore. Moi, j'y pense encore, moi. C'est pas passé encore. Ça passe pas. On reste toute une vie avec ça. On ne va pas se laisser abattre. C'est un moment qui a été très dur, qui sera encore très dur. Il ne sera pas facile à guérir. Mais on était demi-finaliste l'année dernière. On était finaliste cette année. Et on est obligé d'être vainqueur l'année prochaine. C'est sûr qu'il allait y avoir un peu de mouvement. Hein. Ben oui. Moi, il me restait 2 ans. Je voulais pas partir. Mais donc, j'ai vu Tapi. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, écoute, vas-y, c'est mieux. Donc, je suis parti, pas en pleurant, parce que c'était à Paris, mais voilà, je serais bien resté encore un peu à l'OM. Moi, j'adore Tapi, hein, mais il est impitoyable. Mais il a raison. Dans le sport, on ne peut pas faire de sentiments, on ne peut pas faire de... Il fait ses choix. Donc, je suis allé jouer 2 ans à Paris. Et je suis revenu après à l'OM. Ah ouais, il le fallait. Pour refermer quelque chose? Ben non, mais parce que c'est mon club. Aujourd'hui encore, c'est votre club? Ah ouais. C'est passé trop de choses là-bas. Ouais. Ces 3 ans-là, ça marque. Ah bah oui, ouais. Pour nous, c'était une des plus belles générations. C'est l'équipe qui a ouvert la porte. Pour moi, c'est nous qui avons ouvert la porte à tout le reste. Et ça laisse pas une grosse empreinte. Pas une grosse empreinte. Bon, c'est vrai qu'après 93, c'est vrai que 93 masque tout. Hein. Masque tout, mais bon. Je crois qu'on était pas une génération oubliée, parce que loin de là, parce qu'on a quand même, il n'y avait quand même que des internationaux, mais bon. Il y a quand même ce sentiment de frustration.
à Munich, dans ce superbe stade olympique. On pensait il y a quelques semaines que ce serait l'équipe de Milan qui partirait largement favorite. Et là, eh bien, c'est quasiment du 50-50 à 13 minutes du coup d'envoi. C'est une chance que de pouvoir, 2 ans après, refermer si vite les cicatrices de Bari. Bernard Tapie, le premier, est convaincu que le sort lui doit une revanche. Quand on sait qu'on va jouer Milan, Bernard Tapie nous dit tout le temps on va battre Milan, on va battre Milan. Et nous on se dit quand même c'est Milan quoi. Mais petit à petit il se forge vraiment une détermination et peut-être aussi une croyance dans le fait que oui c'est possible. Des noms ont disparu, de nouveaux visages sont arrivés. Edeli, Barthez, Boksic. Mais au fond, la marque de cette équipe n'a pas vraiment changé. Non era una squadra così, era una squadra prepotente sotto questo aspetto, una squadra di giocatori un po', diciamo, forse anche un po' individualisti, ma che messi insieme diventavano una squadra rognosa a giocarci contro. Andare contro Foller, contro Boksic, contro Boli e contro Desailly non era semplice per nessuno, no? Et on les regarde et on leur dit qu'on va pas avoir peur, on gueule plus fort qu'eux, parce que c'était ça aussi une des forces du Milan en italien, c'était de parler, on y va, et c'était de regarder, l'air de prendre déjà le dessus en disant on va vous marcher dessus, on va vous rentrer dedans. Ben, sur ce match-là, non, c'était pas possible. On allait impressionner le Milan AC. Je sais pas. Je sais pas si on allait pouvoir les impressionner. Ils avaient l'habitude. Après, sur le terrain, oui, ça c'est autre chose. Là. Cette finale chargée d'électricité s'annonce à nouveau comme un sommet d'engagement. Ricordo di una partita molto intensa, molto dura fisicamente. Tanti falli, mi ricordo, adesso non mi ricordo il terzino sinistro di Meko, mi fece un intervento incredibile sulla tibia, me lo ricorderò sempre senza parastiche. Même sans Jean-Pierre Papin, cloué pour l'heure sur le banc. Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, das war eine Mauer. Also da an den beiden, an den Vieren vorbeizukommen, war fast unmöglich. Da sich durchzusetzen, war immer problematisch und deshalb ist es nicht hoch genug zu bewerten, dass wir uns gegen so eine klasse Mannschaft dann durchgesetzt haben. La logique aurait voulu que le Milan AC soit champion d'Europe, mais après, il y a un match. Oui, qu'on a été dominé, ultra dominé sur la première partie. Après, ben, comment dire, ils se sont cassés les dents un peu sur ce qui était notre force, quoi, cette solidité défensive. La première période, si on n'a pas un grand Fabien, ben on passe à la trappe et puis il n'y a rien à dire. Mais je pense que face à ce Milan AC, on n'avait aucun complexe. Sans complexe peut-être, mais avec la crainte de voir à tout instant ressurgir les fantômes du passé. Une cuisse, un genou, un truc qui arrive. Je me sens bien pendant 5 minutes, je vais couper, je reviens. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, paf, je sens un truc.
Et je suis pas là. Heureusement, Fabien était là, qui arrive à sortir les 2 balles décisives. À partir de là, je peux pas dire que j'ai mal, quoi. Je suis un leader et en même temps, je dois prouver que je suis un leader, quoi. Mais la douleur est trop forte. Basile Boli se tourne alors vers le médecin de l'équipe. Je veux voir Jacques Bailly et je lui dis, Jacques, il faut que je sorte parce que je peux pas là. Il dit, le boss veut pas. Il veut pas et il me regarde même pas. Et il y a Rudy Voleur qui vient, qui me regarde dans les yeux en disant, Baz, stay, quoi, reste, quoi. Et on l'a empêché de sortir. Ouais, parce que Baz, c'était quand même un des hommes forts. On savait que Basile avait mal, qu'il était diminué et tout. Mais bon, il avait une telle rage que quelquefois, ça s'oubliait, quoi. Bon, on connaît Basile aussi, dans le bien comme dans le mal. Il aime bien en rajouter un peu. Marseille, on est là, au cœur de la première période. Bousculé, ébranlé et amoché. Quand son public décide de jouer à fond son rôle de 12e homme, en reprenant un nouveau chant, imaginé 2 mois plus tôt. Il y a eu ce chant ici au drapeau qui a commencé à être chanté, allez, pas au début du match, mais en milieu de première mi-temps. Ce chant, il a été inventé au fond du car avec le noyau des Ultras. On le chantait, on tapait sur les sièges pour essayer d'y trouver un rythme. Ils se haut les drapeaux, tous unis sous les mêmes couleurs. Les gens, ils se devenaient hystériques dans le virage. C'est beauté. On disait que les pompons, c'était les cigales, le bruit des pompons dans l'air que les gens agitaient. Et le chant, il est monté crescendo jusqu'au but. Et arrive le corner. En plus, je veux faire plaisir à Bédi pour monter. Donc lui, quand il va placer son ballon, le premier regard qu'il jette, on dirait un tigre, et paf, c'est sur moi, quoi. Purée, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais là, je vais embrasser Abedi, et à Franck et tous les mecs qui viennent. J'ai envie de le dire à Abedi, j'ai envie de sortir, mais je peux pas le dire à Abedi. Parce qu'on est dans l'euphorie, quoi. Le but, il résume ce qu'était Basile aussi. C'est-à-dire qu'il est tenu, il est comme ça, il y a Rijkaard qui le tient, il y a Baresi qui sort sur lui, et il est comme ça, il est planté, mais il arrive à mettre tac, ce petit coup de tête qui fait la différence et qui fait qu'on rentre dans l'histoire. Quando uno fa gol, la bravura di scappare all'avversario, stiamo parlando di Frank Rijkaard che è uno grande, grosso, alto, con esperienza e tutto, ma in quel caso lì è stato bravo Boli. Et après, ça a été l'horreur. On a passé 48-50 minutes, avec sans compter la mi-temps, à trembler. J'ai plus vu le reste du match. J'ai eu peur qu'il marque, je me suis tourné. Je ne voulais plus voir le reste du match. Je me suis tourné, je me suis assis. Je voulais rester sur ce but, le Graal. Et quand on sort, on va dans le vestiaire, le coach il parle et le président arrive, il me regarde dans les yeux et dit alors tu veux sortir? Et je sais pas quoi dire, je suis là, je regarde le regard fuyant de tous mes coéquipiers comme ça. Je cherche un soutien quoi, mais tout le monde est comme ça, comme ça. On y va les gars, on y va. Je dis mais ils me mettent dedans quoi. Il reste 45 minutes. Et Milan n'a pas encore abattu sa dernière carte. Que ce soit Jean-Pierre Papin qui s'apprête à entrer ou Marco Van Basten qui s'efforce de trouver la faille, les Italiens sont loin d'avoir rendu les armes. Van Basten, c'est vrai qu'on avait un œil dessus. S'il était à gauche, c'est Marcel. S'il était à droite, c'est moi. Donc, et Basile qui coupait derrière.
Tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Moi, sincèrement, la deuxième mi-temps, quand tu vois l'engagement que l'on mettait, on sentait l'impuissance chez les Milanais. Milan ne peut se priver plus longtemps de son attaquant français. L'ancien chouchou du Vélodrome, qui a disputé plus de 300 matchs et marqué 184 buts avec l'OM. Ouais. Quand il est rentré, elle n'était pas fière. On se souvient même qu'il y a des Marseillais qui étaient tentés de l'insulter quand il est rentré. Bon, c'était compliqué hein, parce qu'on ne peut pas insulter un joueur comme ça, mais c'est vrai que quand il est rentré, même nous, on a douté parce qu'on savait que lui, il avait envie. Hein. Quand il est rentré, j'ai senti aussi une pression supplémentaire. L'idée principale par rapport à Jean-Pierre Papin, c'était de dire si Jean-Pierre joue, il faut qu'il y ait Eric Dimeco sur lui. Et c'est Eric Dimeco qui s'y est collé. Pendant 90 minutes, on n'a pas d'amis. Hein. Jean-Pierre, on l'adore, mais il nous a bien aidés, il nous a marqué des buts, mais ce jour-là, on l'oublie, quoi. Encore un petit quart d'heure à la pendule du stade. L'hanno voluta, l'hanno desiderata talmente tanto ed è arrivato al momento giusto la loro finale, quindi non era arrivata 2 anni prima, ma la stavano costruendo qualcosa di poterci credere. Après, on regardait à l'horloge les minutes s'égrener et on pensait qu'à ça, vous voyez. De temps en temps, on se retournait parce qu'il y avait une occasion, un corner, un coup de pied arrêté. On avait très peur parce qu'on a dit, mais on est presque au bout, qu'on va y arriver. Mon Dieu, qu'elle était longue cette deuxième mi-temps. Et je ne voyais pas, il a montré, et que c'est long, et que c'est long, et jamais ça finit, que c'est long. Mon Dieu, que c'est long. Je tombe à la renverse comme ça, avec les bras en croix, terrassé par l'émotion. Et seulement, on n'y croit pas. Il y a des gens qui n'y croient pas. Et je vois des Italiens pleurer. Et je leur dis, ça va, un peu nous. Tout à la vitrine, vous avez la vitrine pleine. Sur cette pelouse, devenue en quelques minutes le théâtre de toutes les émotions, les masques tombent enfin. Il y a la tristesse d'un Jean-Pierre Papin, sans qui rien n'aurait été possible. Et les larmes d'un président que l'on croyait inébranlable. Il y a cette coupe aux grandes oreilles qui sourit enfin, et l'échec de Barry qu'on enterre définitivement. Il y a aussi ce capitaine de 24 ans que l'on n'associe pas encore, mais cela viendra à tous les grands triomphes du football français. Si j'avais pu suspendre le temps, mais ça passe vite, mais oui, il faut savourer.
commence à partir, le stade était vide, et je vois Goethals qui est assis sur le banc des délégués, tout seul comme ça. Donc je vais voir le coach qui est assis, et il a un truc, c'est-à-dire, et le stade est vide, et lui il est sur le banc, et il regarde. Là il m'a touché, là. Je ne sais pas ce qu'il vivait, quoi. Là, assis, seul, on a gagné, tout le monde est en train de s'amuser, on part maintenant et il est là, quoi. Eh bien, il vient avec moi. Et le jour où il est décédé, c'était l'image que j'avais. C'était pas tout ce qu'on avait gagné ensemble, mais c'était cette image-là. En quelques minutes, les rues de Marseille sont engorgées. La foule se dirige vers la Canebière et le Vieux-Port pour une nuit de fête mémorable. Combien sont-ils? 50 000, 100 000, 200 000 T. On est à Marseille, alors on dira 1 million. Elle a nous la coupe, on l'a gagné cette coupe. Au retour, où j'ai été émotionné, c'est les gens qui sont venus nous attendre à la gare. Il y avait plus de gens sur le quai de la gare que dans le stade olympique. Arrivé à Marseille, ça a été phénoménal. On a traversé la France, Besançon, Lyon, Avignon, jusqu'à Marseille. Les gens dans les gares, ils nous applaudissaient. C'était le bonheur, une fierté. Enfin, Marseille gagne quelque chose. On était habitué dans une ville un peu sinistrée, socialement, économiquement, à être sur le toit de l'Europe. C'était... Et après, on n'en parle pas, parce que, enfin, on n'en parle pas. C'était encore notre retour à Marseille. Les 2-3 jours qui ont suivi, c'était fabuleux, quoi. Depuis l'aéroport jusqu'au stade Vélodrome où on venait présenter la coupe, il y avait des gens partout le long de la rue. Il y a 25 ou 30 km depuis l'aéroport. Il y avait des gens partout, dans les arbres, partout. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on réalise vraiment ce qu'on a réalisé et ce que ça représente pour les gens. On les applaudit, nous aussi. Hein. Oh là 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 là. Et puis quand on est arrivé, donc, boulevard Michelet, là, c'était une marée humaine incroyable, quoi. C'est incroyable. On arrive à, je crois, 20h au stade. Le stade est plein depuis 2h de l'après-midi ou 1h parce que les supporters sont là, ils nous attendent. C'est émouvant, quand vous en parlez, j'ai les frissons, quoi. Et je pense que tous les gars qui vont vous parler de ça, ce sera pareil, quoi. Parce qu'on a envie de communier. Stadion reingekommen mit dem Pokal. Das Stadion war voll, da waren 40.000, 50.000 Leute da. Also war eine herrliche Erinnerung. Parce qu'elle a encore du mal à y croire, la ville s'est pressée comme un seul homme au Vélodrome pour se convaincre que Marseille est bien ce soir de mai 93, la capitale du football en Europe. Et qu'enfin assis tout là-haut, l'OM se prépare forcément des lendemains heureux. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à la carrière de n'importe quel enfant qui réussira. C'est magique. Marseille, de Bernard Tapie, a, entre guillemets, décomplexé le football français en disant on peut gagner. Pourquoi les Italiens étaient meilleurs que nous? Pourquoi les Allemands aient gagné plus que nous? Et je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment pris conscience que c'était possible et qu'on pouvait faire de grandes choses. Vous savez, à l'époque, il ne faut pas oublier une chose, quand même, 98 n'était pas passé par là encore, quand même. Hein. Et à chaque fois que les clubs affrontaient des équipes adverses, on se faisait bouger, on souhaitait y arriver, on était dans le beau jeu, on disait oui, c'est bien, mais on a perdu. Voilà. Et nous, on est une génération où on arrive, où de ça, on commence à changer un peu les codes. On s'en fout, quoi. Nous, on veut gagner. On était là, on était programmés, on a tout fait, on y est arrivé. Après, évidemment, on se rend plus compte de l'ampleur de ce succès-là, quoi. Et 25 ans après, on s'en rappelle encore, quoi.
Que c'est dur quand même pour arriver à gagner une Ligue des Champions. Vraiment que c'est dur. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de successeur, quoi. Champion d'Europe pour l'éternité, voilà le document exceptionnel signé Jean-Marie Goussard. Je vous avais prévenu, je suis avec certains des acteurs de cette victoire, Jocelyn Angloma, Éric Dimeco et Jean-Philippe Durand. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur C8. Alors je sais, messieurs, que vous avez vu et revu ces images des centaines de fois, mais quand même, 25 ans après, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là, sur grand écran en plus ? J'avoue, moi je suis pas trop revival et j'ai pas souvent revu la finale, voir tous les petits reportages qu'il y a eu concernant cette victoire. Et là, du coup, ça fait beaucoup d'émotions parce qu'en plus, l'intelligence du reportage, c'est d'avoir repris la genèse un petit peu de la victoire, c'est-à-dire l'arrivée de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille et tout ce qu'il y a fait qu'on est arrivé à la gagner au bout. Et c'est ça qui est intéressant et qui est particulièrement émouvant. Oui, moi, ce qui m'a plu dans ce reportage, c'est qu'au-delà de l'aspect sportif de l'événement, c'est vraiment l'engouement autour de ce club, de cette équipe, qu'on n'a pas tellement vécu à Munich, hormis dans le stade où il y avait de l'ambiance, mais comme on a vécu quand même la victoire entre nous, c'est le retour à Marseille qui est quand même exceptionnel de par cet enthousiasme et le regard des gens et le bonheur qu'on leur a apporté. Et c'est vrai que même avec le temps, on le retrouve dans ce reportage de façon formidable. Jocelyn ? Oui, moi, beaucoup d'émotions, c'est vrai. Surtout la montée en puissance. On a parlé de défaite au départ, on a parlé de raté et tout, et puis finir en apothéose comme ça a été magnifique. Et bien sûr, le public, spectateurs, tout le monde, cette émotion qu'ils avaient, cette joie, c'est quelque chose vraiment que j'ai envie que Marseille vive à nouveau. En fait, il n'y aurait pas eu d'OM 93 s'il n'y avait pas eu de désillusion européenne avant. Oui, c'est peut-être la morale de ce reportage d'ailleurs. Et c'est souvent la morale du football. Cette compétition, cette coupe ne se donne pas facilement. Il faut savoir perdre pour savoir gagner. Ouais, il faut pleurer avant de pouvoir la gagner. Et là, on voit, il y a Benfica, il y a Bari avec l'Étoile Rouge de Belgrade et cette victoire. Et alors oui, c'est triste. On a vu les supporters pleurer après les défaites. Mais c'est pour encore être plus heureux derrière et à la limite on s'en souvient plus des défaites, ça fait partie juste de l'histoire et on ne retient plus que la victoire à l'arrivée. Oui, et puis je crois qu'un club, une équipe se nourrit aussi de cette frustration et ça donne de l'énergie supplémentaire et c'est vrai que passer par des étapes je dirais malheureuses permettent aussi de se dépasser et d'aller un peu plus loin et puis ça s'appelle quelque part l'expérience aussi. Oui, c'est vrai que aussi en parallèle, il y a eu ce vécu de certains joueurs et qui sont arrivés en 93, qui nous a permis, nous qui arrivons dans notre première finale, sur notre première finale, à pouvoir nous surpasser. Et ils ont pu passer ce message, faire passer un certain message à travers leur manière de faire et tout. Et puis par la suite, la victoire était au bout. Alors on sent bien aussi dans ce documentaire que vous avez été conditionné à prendre l'ascendant psychologique aussi. Tenez, on va regarder ensemble ce que disaient Bernard Tapie et Raymond Goethals à propos de Franco Baresi. Regardez. Quand Baresi est là, c'est lui l'arbitre de touche. Il se lève et les arbitres, on connaît ça. Tu vois, des fois qu'ils se soient trompés. On va pas mettre en doute l'intelligence de Baresi. Donc lui, il est l'arbitre de touche. Donc ça change. Quand il joue, on joue avec 3 arbitres de touche. Bon, alors ce qu'il faut rappeler aux plus jeunes qui nous regardent ce soir sur C8, c'est que le Milan AC de 93, c'est l'équivalent presque du Real Madrid d'aujourd'hui. C'est la meilleure équipe d'Europe. Donc Bernard Tapie, vous avez préparé à cette guerre des nerfs.
Ah oui, c'était pas presque le Real Madrid d'aujourd'hui, c'est l'équivalent en réalité, puisqu'ils étaient 2 fois champions d'Europe, je crois, juste avant. Et donc c'était la référence. En plus, en 91, ils avaient un entraîneur qui avait un petit peu révolutionné, puisqu'il y a toujours des entraîneurs qui révolutionnent un petit peu le coaching. Et donc eux, ils avaient cette faculté à faire un gros pressing, à mettre une grosse pression, à jouer haut, à jouer le hors-jeu, et notamment avec des joueurs comme Baresi, qui était le véritable chef d'orchestre de cette défense-là, qui était extraordinaire, et qui était en plus un bon rital. Arrigo Sacchi, c'était l'entraîneur, vous parliez. Mais j'ai dit quoi? Oui, c'est ça. Ah pardon, je croyais. Oui, pardon, oui. Et Baresi, oui, était truqueur. Alors c'était un superbe défenseur, mais c'était surtout quelqu'un qui mettait des coups et qui était capable de parler aux arbitres, d'influencer le jeu de touche. Et dans cet extrait-là, on voit que la guerre des nerfs avait déjà commencé. On n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a beaucoup de tensions entre les présidents. Mais là, déjà à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire qu'on essayait d'influencer, voire peut-être l'arbitrage, ou en tout cas, voilà. Mais qu'est-ce qui vous disait vraiment, Bernard Tapie, pour préparer justement cette guerre psychologique? Surtout, c'était de ne pas baisser les yeux, de montrer qu'il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'appréhension à jouer une équipe comme le Milan, qui avait son expérience. Pourtant, on l'a vu, Rudy Voller, à un moment donné, dans le reportage, il dit les 4 défenseurs, c'était un mur, quoi. Ouais. Mais en face, avec notre garde noire derrière, on avait un beau mur aussi. Donc ça voulait dire, en fait, Bernard Tapie, il nous décomplexait en nous expliquant que ça beau être le grand Milan, il y a une possibilité, on n'est pas moins fort qu'eux, on est capable de les battre. Et c'est vrai qu'on en était persuadés. Vous savez, intimider aussi, on savait le faire, même à travers nos matchs en championnat. Mais il est vrai que ça c'était un autre cap. Il fallait passer au-dessus et tout. Et puis arriver devant des gars comme Rijkaard, comme Maldini, il fallait le faire. Donc on avait du monde, on avait du répondant. La personne de Dimeco qui arrivait à mettre... moi je l'appelle le boucher. Je l'appelle le boucher. Mais pourquoi moi? Parce qu'il arrivait à nous mettre, à nous permettre de monter d'un cran. Et ça, c'est vérifié. T'imagines, l'Italien, le milieu de terrain, 25 ans après, il se rappelle encore du tacle qu'il a fait Eric. C'est vrai qu'on vous voit, vous ne seriez pas encore sur le terrain. Et il se rappelle du tacle. Aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, vous seriez sorti au bout de 5 minutes. Deux, même. Alors justement, un titre de champion d'Europe, ça n'est pas arrivé depuis. Forcément, c'est un exploit qui reste. Et Jean-Marie Goussard a retrouvé des supporters qui étaient là à Munich. Et regardez jusqu'où cette date est présente dans le cœur des supporters. La Ligue des Champions, elle est à moi. Je suis Marseillais, elle est à moi. C'est la mienne. C'est la leur, mais c'est la mienne. C'est surtout la mienne. L'honneur d'être Marseillais, la fierté d'être Marseillais. Quand on est arrivé, c'était nous presque les héros. En me levant le matin, même 25 ans après, des fois je pense à ça. Oui. On a nos mots de passe. Mais pour beaucoup, c'est OM 26 05 93 étoile. C'est ce genre de choses. Bon, donc on a compris que si on veut faire un casse à Marseille, on connaît le code, quoi, voilà. C'est quelque chose qui vous reste aujourd'hui, on vous en parle encore énormément beaucoup? Oui, énormément. C'est vrai que les gens ont cette mémoire collective. Moi, j'ai rencontré une fois un monsieur, il est venu me voir, il m'a dit merci pour ce que vous avez fait, c'est ma plus grande émotion, mon plus grand bonheur. Même le jour où ma fille est née, c'était pas aussi beau. Et là, on se dit, putain, mais c'est que du foot quand même, c'est la valeur des choses... Et pourtant, c'est une réalité, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que Jean-Philippe le disait tout à l'heure, quand tu es dans le feu de l'action, tu te rends pas compte de ce qui se passe en réalité, puisque nous, on était concentrés sur le match, on était loin de Marseille, on est resté sur place après le match, et du coup, c'est aujourd'hui, ou après, en tout cas, en revoyant ces images-là, des supporters devenir complètement dingos, tous se donner rendez-vous sur le Vieux-Port, ces images du train sont extraordinaires, ils ont traversé la France comme ça, et c'est vrai que, moi je vis à Marseille, et ce qui m'impressionne, c'est à la limite des gens de notre génération qui viennent nous le dire, ça paraît naturel. C'est quand des petits gamins qui ont 15 ans qui ont été élevés, et qui ont été, c'est-à-dire que ils nous connaissent, mais par rapport à ce qu'on leur a raconté. Alors après, il y a les réseaux sociaux, les Internet, et le match est repassé, et voilà, ils l'apprennent comme ça, mais c'est parce que aussi c'est dans la culture collective, et ça se transmet de père en fils. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'OM me fait particulièrement plaisir, parce que
beaucoup l'ont vécu par procuration, des gamins, mais là, aujourd'hui, ils le vivent en réalité, quoi. Et aller au stade Vélodrome pour voir ce fameux quart de finale ou la demi-finale et vivre ces émotions-là, ben, ils en avaient entendu parler, ils ne savaient pas ce que c'était. Et là, ils l'ont vécu, et c'est ça qui est beau, parce qu'à un moment donné, nous, il va falloir qu'on disparaisse un petit peu, quoi. Et place aux autres. L'histoire va s'écrire. Ben ouais, c'est pas bon signe qu'on nous sorte du placard tous les 5 ans, quand même. Ça veut dire que Ça veut derrière... dire que personne n'a gagné, à jamais les premiers. Hein. Oui, mais à un moment donné, il peut y avoir une deuxième, une troisième, quoi. Oui, et voilà. Alors pour en revenir à ce qu'il s'est passé au match en lui-même, c'est donc Basile Boli qui a marqué le but vainqueur et il est revenu dans les conditions dans lesquelles il était, enfin sur les conditions dans lesquelles il était au moment du match. Regardez. Basile Boli se tourne vers le médecin de l'équipe. Je veux voir Jacques Bailly, je lui dis Jacques, il faut que je sorte parce que je peux pas là. Il dit le boss ne veut pas. Il veut pas et il me regarde même pas. Et il y a Rudy Voleur qui vient, qui me regarde dans les yeux en disant Baz, stay quoi, reste quoi. Vous saviez qu'il était blessé? Oui, ça on le savait. Il vous l'avait dit? Non, on le savait. Même dans le match, et puis même avant, il avait le genou aussi qui était bousillé pratiquement. Donc, mais ça, c'est du Basile. On pensait qu'il pouvait le faire aussi. Mais Bernard Tapie aussi pensait qu'il pouvait le faire, puisque visiblement, à la mi-temps, il est allé le voir en disant « Alors, tu veux sortir maintenant, après avoir marqué le but ?» Oui, non, mais pour moi, c'est aussi à l'image de cette équipe-là. Alors, c'est vrai que Basile, c'est encore aujourd'hui le porte-drapeau de cette équipe-là, et à juste titre, puisque c'est lui qui marque, mais aussi dans la mentalité. Oui, on parle de leader, on parle toujours de leader sur le terrain, ça veut tout dire et rien dire, et ça se décrète pas, ça se prend. Et Basile, il avait cette force-là, et alors en plus, il aimait qu'on s'inquiète de son sort et tout, donc il en faisait des tonnes, c'est un acteur quand même, Basile. Mais la réalité, c'est que oui, il aurait pu sortir. Si c'est un autre joueur, il peut sortir de ce match-là. Lui, non. Voilà. C'est même des larmes à Barry en 91 aussi. Ben oui, parce qu'il était là aussi au début de l'histoire, et il a souffert énormément. Ça a été un des plus touchés après la défaite à Barry. Donc voilà, il n'avait pas envie de laisser ses potes sur le terrain. Et puis à l'arrivée, ben voilà, ça fait partie de la légende de l'histoire aujourd'hui. Oui, et puis Basile, c'est quand même quelqu'un qui dégage de l'énergie, qui dégage des émotions, et il les transmet à tout le monde. Donc c'est vrai que le voir vouloir quitter le terrain, ça paraissait impossible pour tout le monde. Et c'est vrai que même avec sa douleur au genou, on savait qu'il était capable de passer au-dessus. Et comme l'a dit Eric, il aimait bien être désiré aussi, se faire un petit peu cajoler. Mais c'est vrai que lorsqu'il fallait souffrir, c'était le premier à à souffrir. Oui. Et puis c'est vrai qu'il transmettait beaucoup d'émotions, notamment qu'il essayait de faire des relances de l'extérieur du pied, qui tapait dans la terre et que le ballon partait en touche. Non, mais c'est vrai, ça nous faisait beaucoup d'émotions parce qu'on était mort de rire sur le terrain. Son surnom, c'était quand même une touche en touche. Une touche en touche, En tout cas, il a marqué le but de la victoire. Franchement, ça restera dans les avec le pied gauche. Ouais. Non, mais ça, c'est du Basile. Alors, depuis, Marseille a joué 3 finales, dont la dernière il y a 10 jours face à l'Atlético Madrid, une finale, vous l'avez dit, qui a été perdue. Qu'est-ce qui manque, selon vous, à l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Le vécu du collectif, le vécu de même tout le club, puisque c'est un club tout neuf, entre guillemets, avec des nouveaux investisseurs, des nouveaux dirigeants, des joueurs qui, pour la plupart, découvrent ce niveau-là. Et on l'a vu dans ce reportage, et c'est peut-être un enseignement pour les dirigeants d'aujourd'hui et les joueurs d'aujourd'hui, c'est que, oui, il faut souffrir pour être performant au plus haut niveau. Mais ce qu'ils ont fait déjà cette année, c'est extraordinaire, parce que personne n'y croyait. Et surtout, ils ont fait un truc extraordinaire. Ils ont redonné la foi à beaucoup de supporters qui ne venaient plus en début de saison. Et je pense que sur la saison prochaine, on va se rendre compte que il y aura beaucoup plus d'abonnés, que le stade sera plein régulièrement. Et alors après, ça peut vite redescendre ici. Il faut entretenir cette flamme. Et ça, c'est le travail des dirigeants. Hein. Oui, ça aussi, c'est sûrement garder une ossature par rapport à ce match-là qui peut les emmener vers l'avant. Quelquefois, on parlait tout à l'heure d'un chef de file. Et ça, pour l'instant, peut-être il manque ce gars qui emmène l'équipe. Qui emmène vraiment l'équipe vers le haut, qui tire l'équipe vers le haut. Et ça, ils l'ont peut-être avec Gustavo. Moi, je trouve que ça peut être le garçon qui fédère. Il y a Gustavo, mais peut-être 1, 2 ou 3. Parce que nous, c'est vrai, à notre époque, on en avait beaucoup. Oui. Et ça, des leaders. Voilà, il en faut pas 2 ou 3, il en faut plusieurs. Dont vous, Eric.
Oui, après, je trouve que le football a quand même évolué. Aujourd'hui, les équipes Champions League, comme l'Atlético, ont beaucoup d'avance quand même sur des clubs comme Marseille. D'expérience, de moyens. C'est vrai qu'à notre époque, nous, notre équipe, c'était quand même quasiment les 3/4 de l'équipe de France, plus 3 étrangers de haut niveau. Donc, c'était quand même la construction d'une équipe faite pour jouer et la gagne sur les grosses coupes. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est quand même un petit ton en dessous. Ce qui est vrai, ce qui est formidable, et ce que soulignait Eric, c'est que le soutien populaire revient. Et je pense effectivement l'année prochaine, les gens vont attendre encore plus et qu'il y a une progression à avoir. Évidemment, l'Europa League, c'est super, mais être performant en Champions League, ça serait formidable. Justement, je vous rappelle que demain, sur C8, la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid de Zinedine Zidane. Juste rapidement, un petit pronostic quand même, j'ai envie de vous demander. Moi, franchement, j'aimerais que Zidane gagne. Donc Real Madrid pour Jocelyn. Ah, j'ai un petit faible pour Liverpool. Et puis ça renouvellerait un petit peu les vainqueurs, même si on a tous envie ici à Marseille de voir Zizou enlever une 3e de suite. Mais j'aime beaucoup Liverpool. Là. Ils ont une attaque formidable et j'aime bien Klopp. Klopp me fait rêver. Bon, c'est difficile aussi parce que je pense que ça va être une belle finale. Que je pense que Liverpool a apporté beaucoup de fraîcheur et quelque chose de différent cette année en Champions League. Mais c'est vrai que pour Zizou, ça serait quand même formidable. Bon, Real Madrid pour tous les trois. Très beau. J'ai compris. Merci beaucoup Jocelyn Angloma, Éric Dimeco et Jean-Philippe Durand d'avoir été avec nous sur C8. On va vous revoir à l'œuvre maintenant. On va regarder d'ailleurs tous ensemble le match de Marseille-Milan en 1993 en intégralité. C'est pour vous ce soir sur C8. Très belle soirée. Ciao.